Imaginez-vous à la tête d'un des plus grands studios de doublage. Le réveil est rude parce que vous pensez encore aux 3 mails d'hier soir auxquels il faut trouver des solutions. Vous avalez un petit déj les yeux dans le vague en cogitant, puis montez dans votre bolide pour vous frotter aux embouteillages matinaux. L'habitude vous guide davantage que votre attention parce que, heureusement, vous avez cet excellent podcast DVTI pour vous accompagner jusqu'à bon port. Un panneau direction indique votre emplacement sur le parking, vous vous garez et vous entrez. Bienvenue chez Ayuno. C'est ici que se doublent bon nombre de séries, films et documentaires disponibles sur les télévisions et plateformes de streaming. Alors qu'est-ce que ça fait de diriger un studio de doublage ? Quelles sont les problématiques auxquelles on doit faire face ? Quels sont les types de rapports qu'on entretient avec les clients ? Pourquoi la sécurité, et en particulier la cybersécurité, est-elle à tel point présente ? Comment le marché a-t-il évolué ces dernières années ? Monter un studio est-il à la portée de tout un chacun ? Quel avenir pour le doublage ? Malgré les entraves du secret professionnel, Grégory Frutin, qui se définit comme un chef d'orchestre, a eu la gentillesse de nous accueillir pour parler de tout ça. Pourrais-tu nous faire... Alors déjà, merci de nous accueillir, parce que voilà, nouveau cadre, ça se voit pas forcément, mais nouveau cadre. Pourrais-tu nous faire un petit historique d'Ayuno ? D'Ayuno, belle histoire. Donc Ayuno, ça existe depuis 20 ans. C'est une société coréenne à la base, créée par David Lee, qui s'est développé sur le sous-titrage. C'est un peu l'histoire à l'américaine où il a créé un petit algorithme logiciel pour faire du sous-titrage un tout petit peu plus rapidement, de l'anglais vers le coréen, dans son garage, pendant qu'il était étudiant. Et puis, une chose en amenant une autre, il a commencé à créer vraiment une structure. Et il a eu tout de suite l'idée de s'adosser à un partenaire financier pour grossir. Et pour ce faire, il s'est déplacé, il est allé dans toute l'Asie. Et il a commencé à acheter des sociétés à droite à gauche qui faisaient du sous-titrage. Il a agrégé un peu tout ça. Et petit à petit, il est devenu plus important. Donc, il a dépassé le cadre de l'Asie seulement. Il a ensuite essayé de passer au marché américain, parce que c'était là où il y avait le plus gros potentiel. Donc, personne ne l'a vu arriver. Venant de Corée, petite société, etc. Et en l'espace de 10 ans, il a réussi à créer une société énorme par rachats successifs avec l'aide de financiers. Et il s'est développé du sous-titrage vers le doublage. Et sa première grosse acquisition, ça a été BTI. Et BTI, c'était l'entreprise qui était basée ici, créée en 2017 sur ce site, qui a été repris juste avant la Covid, donc vers 2019. Ouais. Suite à ça, il y a eu la Covid, donc forcément, ça a complexifié un peu les choses. 2018 d'ailleurs, je crois. Et donc 2020, moi, j'arrive en France. Donc à ce moment-là, Ayuno, troisième acteur du marché au niveau mondial, vraiment société de localisation. Là, on parle plus de doublage, on parle de localisation, parce que ça prend tous les aspects. Et dans ce développement, il a une volonté d'amener la même souplesse qu'il avait en Asie et qu'il a développée sur les autres territoires, dans le sous-titrage comme dans le doublage. Et avec l'aide des financiers sur qui il s'est adossé, il a eu l'opportunité de racheter le numéro 2 du secteur, SDI, qui est donc devenu Ayuno SDI Group. Moi, je suis arrivé en 2020. SDI a été racheté 2 mois après mon arrivée. Ce qui a été une excellente nouvelle dans le sens où en France, SDI n'avait pas de locaux. Ils en avaient en Belgique, mais pas en France. Okay. Dans d'autres pays, ça a été plus compliqué parce que ça a été des rapprochements d'entreprises qui étaient déjà existantes avec toutes les complexités que ça peut apporter. Mais ça nous a surtout aidé à devenir numéro 1 de la localisation dans le monde. Et donc, ça nous a donné une capacité, une force de frappe. On était plus de 3500 salariés dans le monde. On est dans 35 pays avec nos propres équipements. Donc, une belle entreprise. Ouais, qui a commencé comme Bill Gates dans son petit garage alors. Exactement, j'irais presque Amazon, dans l'idée. Ok, bon merci bien et du chemin déjà de parcouru. Comment on devient patron de studio ? T'as fait quoi avant, toi ? Oula. On commence à faire autre chose déjà. Donc moi, j'ai commencé dans l'immobilier, donc absolument rien à voir, pendant mes études de commerce classiques. Et dans le cadre de mon activité en immobilier, j'ai logé quelqu'un qui s'appelle Fred Taïeb, qui travaillait chez Demi Brothers, qui était le frère du fondateur de Demi Brothers, Philippe Taïeb, que j'ai logé également à l'époque. Je participais en tous les cas. On s'est bien entendu, une chose en amenant une autre. Son fils le rejoignait à l'époque, Mathieu Taïeb, et il cherchait quelqu'un qui pourrait travailler avec lui. Et du fil en aiguille, il m'a proposé le poste. On s'est vu le mercredi, j'ai démarré le lundi. Autre temps, autre mœurs. Et donc, j'ai démarré je crois que c'était en octobre 99. Donc, ça commence à faire. Et j'ai passé 14 très belles années au sein de Big Brothers à faire tout un tas de métiers, toujours avec un ADN de commercial. Mais j'ai eu l'opportunité dans cette entreprise d'apprendre
d'approfondir toutes mes connaissances sur ces domaines-là, qui étaient aussi bien doublage, sous-titrage, mastering, c'est-à-dire tout ce qui était cassette à l'époque, DVD, Blu-ray également qu'on a développé, et j'ai eu tout un tas de rôles différents au sein de l'entreprise, et ça m'a beaucoup plu. Une entreprise familiale avec ses bons côtés, ses moins bons côtés parfois, mais surtout une liberté incroyable dont je me suis rendu compte qu'après, une fois que je suis parti. Liberté à quel niveau ? Liberté d'action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une bonne idée, bonne ou mauvaise d'ailleurs, on essaye, et on peut aller très vite. Okay. Donc c'est l'avantage d'une société, une entreprise familiale à taille humaine, on va dire, où ça peut aller très vite. Les cycles de décision sont beaucoup plus rapides. Quand on est dans une grosse structure, on a plus de potentiel, de possibilités, de force de frappe, mais les process sont beaucoup plus longs, rigoureux, parfois difficiles. Mais l'avantage, c'est que j'ai été dans 2 types de structures, familiales et grosses structures, avant d'arriver à ce poste. Et on va dire que j'essaye d'allier le meilleur des 2 mondes. C'est beau. On dirait un slogan pub. C'est ça. Tu fais ça bien. Les études de com, on les voit tout de suite. Comment décrirais-tu ton job ? Chef d'orchestre. Mon rôle, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens de travailler dans les meilleures conditions possibles. Que chacun ait sa place, qu'il ait des équipements à la hauteur des attentes, une organisation qui fonctionne, en amont comme en aval, et ne jamais oublier que la personne la plus importante de l'entreprise, c'est le client. On est là pour satisfaire un client. Donc le client pour nous, c'est un peu le triangle amoureux, c'est à la fois le donneur d'ordre, qui peut être le distributeur ou le producteur, mais également le diffuseur ou la plateforme. Et c'est pas forcément la même entité. Et parfois, celui qui paye n'est pas celui qui décide de ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Okay. D'où le triangle amoureux. Et donc vraiment mon rôle, alors surtout en arrivant ici en 2020, j'ai eu, on va dire, 3 phases. Bon, la première phase, j'arrive, on va dire audit, découverte, discussion, échange, recherche de solutions immédiates, temporisation, parce qu'il y avait beaucoup de choses à revoir, à faire. On sortait d'une période très compliquée, hein. L'après-Covid a été quand même très dur pour tout le monde. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'adosser à un groupe solide, avec des volontés fortes de développement. J'ai pris le temps aussi d'avoir une vision stratégique sur qu'est-ce qui était à faire, d'urgent, de moins urgent, d'important, et quel était l'objectif. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, ça m'a pris 6-8 mois quand même, tout en maintenant l'activité, parce qu'il fallait que ça tourne, de décider d'abord de revoir tous les studios, de les remettre à l'état de l'art pour le doublage. Et une fois qu'on a fait ça, ça a pris quand même pas mal de temps, avec le support de beaucoup de personnes au sein du groupe au niveau international. C'est aussi l'avantage d'avoir un grand groupe, de développer. Et donc là, on est passé de 11 studios à 20 studios, donc de 7 studios d'enregistrement à 14 studios d'enregistrement, de 11 permanents à 30 permanents. D'ailleurs, dans les 11 permanents, aujourd'hui, on a encore 9 d'entre eux qui sont issus des permanents de l'époque quand je suis arrivé, donc j'en suis également très fier. C'est important. De constituer une équipe et de faire grandir les talents qui sont là, sachant que ce que j'aime dans mon métier, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que c'est à la fois très technique, très technologique, mais aussi un artisanat, parce que le doublage, la localisation, c'est un artisanat, et créatif artistique, puisqu'on travaille avec de l'art vivant, des comédiens, des voix, avec ce que ça a de passionnant, de changeant, de parfois difficile, et puis ça me passionne en fait, tout simplement. Tu parlais de la flexibilité qui était sympa dans une petite structure familiale, une structure un peu plus développée, voire carrément colossale, comme peut l'être Iono par moment. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'as pris des décisions qui ont été pas forcément mal acceptées, mais qui ont mis du temps tu vois, à s'appliquer, où il y a eu, tu vois, il y a eu un peu pas forcément beaucoup d'huile dans l'engrenage. Alors d'abord, c'est jamais simple, que ce soit dans une petite entreprise ou dans une grosse entreprise, il y a toujours des difficultés, et j'ai envie de dire que mon rôle, c'est de trouver des moyens de passer outre la difficulté, soit en réglant un problème, soit en contournant un problème, soit en trouvant une solution ailleurs. Pour répondre à ta question, je vois pas ça comme ça en fait. À moi de m'adapter aux contraintes qui me sont opposées. Dans une petite structure, la contrainte, ça va être le budget. Ça va être le potentiel commercial, ça va être la profondeur de champ au niveau international, puisqu'on est dans un micro-marché quand on est dans une entreprise familiale. Dans un grand groupe, la difficulté, ça va être d'obtenir les budgets, de voir loin, c'est-à-dire qu'on va toujours me demander quel est le potentiel, qu'est-ce qu'on attend sur le retour sur investissement à 3 ans. Qui peut dire ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc on crée des hypothèses. Et à moi de m'adapter pour obtenir ce qui est le mieux possible par rapport au marché qui est le mien.
Donc l'avantage que j'ai, la force que j'ai pu puiser dans cette expérience, c'est de gagner d'abord la confiance de ceux qui décident, qui vont me dire oui ou non. Et une fois que j'ai gagné cette confiance, c'est par étapes. C'est quand on promet, on délivre. Quand on s'oppose, on explique. Quand on accepte, on fait. Et si on n'est pas d'accord, on le dit, on l'explique. Et si malgré les arguments, pour des raisons qui sont au-dessus de moi, qui ne m'appartiennent pas, pour lesquelles j'ai pas forcément tous les éléments, on me dit qu'il faut quand même, eh ben on fait. Ouais, tu trouves un moyen et Voilà. tu fais. Ok. Est-ce que tu as parfois l'impression d'être un pompier à éteindre des feux à droite à gauche? Et si tel est le cas, quand on résout des problèmes comme dans la vie, on apprend pas mal sur soi-même. Que penses-tu avoir appris sur toi à faire ça? Alors un pompier, je crois que j'ai toujours été, parce que c'est dans ma nature. J'aime être dans l'action. Ok. J'ai un peu le syndrome du sauveur, donc on n'a pas toujours besoin d'être sauvé, mais j'ai toujours besoin d'essayer. Mais c'est vrai que, on va dire que je suis celui qui va aider ceux qui vont faire les choses à les faire le mieux possible. Et ce que ça m'a appris sur moi, c'est une bonne question, ça. Prendre du recul. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément tout le temps, tout de suite, la solution. Et à bien m'entourer, mais ça, c'est pas sur moi. Donc, ce que je dirais, c'est prendre le temps de faire les choses bien. T'étais un peu impulsif un peu moins dans l'immédiateté et un peu plus dans on pose les choses et on voit comment ça se passe. Quand c'est contre nature, c'est dur à... Oui, parce que j'ai une nature plutôt frondeuse, tout de suite, voilà, ouais. Ouais. Mais le fait est que, d'abord, il arrive à un âge où on prend le temps. Donc, je suis arrivé à cet âge-là, j'ai un peu plus d'un demi-siècle. L'expérience aidant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se décanter sans forcément avoir à agir très vite, très fort. Mmh. Et puis, il faut s'entourer des bonnes personnes et leur faire confiance et leur laisser faire ce qu'ils ont à faire. Faire à la place de quelqu'un, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Et je m'entoure de gens qui ont une personnalité plus forte, ou en tout cas aussi forte que la mienne, pour pouvoir s'opposer. Et c'est dans cette opposition que je vais trouver les bonnes solutions, en tous les cas jusqu'à présent. Ok. Périlleux. Ouais. Quand un client veut faire une VF, il te contacte. Et après, il se passe quoi? Alors, on est sur un marché B2B, c'est-à-dire qu'on a des gens en face de nous qui savent ce dont ils ont besoin, qui connaissent normalement le marché ou le fonctionnement, et qui, s'ils viennent vers nous, alors tu dis moi, je dis nous, dans le sens où c'est pas forcément que la France, ça peut être global également. J'ai un marché qui est à 60-40, 60% global et 40%, on va dire, local. Okay. Ils vont chercher avant tout une fiabilité. Et donc, moi, mon rôle, c'est quand on a convenu d'un tarif, d'un budget, donc d'un délai, de conditions, donc d'attente, c'est de confier ça à la prod, de m'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut au niveau information, que j'ai fait le lien avec toutes les équipes nécessaires et que j'ai fait ce qu'on appelle un kick-off, c'est-à-dire un lancement de projet qui permette aux équipes d'avancer sereinement. Ça, c'est le discours. La réalité, c'est qu'il y a toujours des petits aléas. Et c'est d'être réactif pour que une difficulté rencontrée n'entraîne pas un blocage plus tard. Donc, beaucoup d'anticipation. Donc, vraiment, pour répondre à ta question, ce qui se passe après, c'est une mise en mouvement de tout un processus de création où, si la première étape est mal faite, toutes les autres étapes seront bancales. Comme des petits dominos. Voilà. Donc, si quelque chose se passe moins bien que prévu, c'est d'essayer de toujours trouver la root cause. Je suis très dur avec les équipes là-dessus. Donnez-moi toujours la root cause. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui a manqué? Dans 80% des cas, c'est de l'information. C'est une transmission d'informations. Tu fais pas sur le moment, j'imagine, t'as pas le temps. Vous faites des post-mortem ou... Voilà, c'est un mot que l'équipe a appris avec mon arrivée. Ils m'en ont fait un t-shirt. Le post-mortem, c'est essentiel. C'est-à-dire que la première chose, quand il se passe quelque chose, quelle que soit la difficulté rencontrée, d'abord, on règle le problème. On trouve la solution. On délivre. Une fois que c'est fait, on ne pointe pas du doigt un responsable, ça ne sert à rien. On cherche à comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné correctement, qui nous a amené à cette situation. Et encore une fois, dans 80% des cas, vraiment, c'est un problème de communication. Soit entre les équipes, soit vis-à-vis du client, soit au niveau du groupe. Et une fois qu'on a réglé ce problème-là, on le règle, on essaye de faire en sorte que ça n'arrive plus, on prend les mesures nécessaires et on passe au suivant. Encore pour mettre en opposition la structure familiale de la structure internationale, tu as remarqué des récurrentes dans le genre de petits grains qui viennent Non, plus des écarts culturels. En fait, on ne lit pas les situations de la même façon qu'on soit en Asie, aux États-Unis, en Europe de l'Est ou en Europe de l'Ouest.
on fonctionne pas de la même façon. Ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il faut communiquer différemment, soit pour rassurer, soit pour avancer plus vite, soit pour avoir les bonnes infos au bon moment. C'est-à-dire que vraiment, moi, mon rôle, ça va être d'aller à l'essentiel de qui peut nous donner la bonne information au bon moment pour nous éviter un écueil. Comment est-ce qu'on remonte une information ? C'est pas simple. Je viens de croire. Ok. Les clients, ça tombe pas du ciel. Comment on les trouve ? C'est eux qui nous trouvent la plupart du temps. Ouais, ok. On a une taille critique qui fait qu'on est, je dirais, incontournable sur le marché. Mais une fois qu'ils nous connaissent, il faut qu'on gagne leur confiance. Et ça, c'est un travail d'équipe. Il y a les clients locaux. Je suis dans ce métier depuis plus de 25 ans. Ça aide, concrètement. Donc, localement, j'ai cette capacité à aller chercher un client, le rassurer. Il a entendu parler de moi. Je vais créer le lien et faire en sorte que ça fonctionne. Quand tu dis local, c'est européen ? Local, ça veut dire français. Ok. Voilà. Comme je disais, on est sur une activité où 60% de l'activité vient du groupe, donc au niveau international. Ça peut être aussi bien l'Asie que les États-Unis, que l'Europe globale. Et 40% vraiment français, c'est-à-dire des clients dont j'ai la maîtrise. Au niveau groupe, on a des équipes commerciales, on a des équipes de chargés de clientèle qui vont créer le lien et qui vont être surtout un facteur de solution globalisée. On ne vient pas chez Ayuno pour faire une langue, on vient chez Ayuno pour trouver des solutions localisation mondiale. Un petit package ? Un énorme package. Ouais. Quels sont tes collaborateurs principaux au sein du studio ? Alors, en France, j'ai 2 bras droits. On va dire bras droit, bras gauche, mais le bras droit évident, c'est la directrice de production, Valéria, qui est essentielle puisque c'est elle qui est vraiment le moteur de fonctionnement et qui va distribuer le travail, valider les choix créatifs, artistiques, s'assurer du bon déroulement des choses, garantir la bonne fin des travaux au bon moment, donc les livrables dans les délais, et veiller au grain, c'est-à-dire au budget. Ah oui. Donc ça, c'est Valéria. Et j'ai veillé à lui donner une totale indépendance. Sous-entendu, je suis là pour faire en sorte qu'elle ait les moyens de travailler. On bosse en bonne intelligence ensemble, mais je lui laisse toute l'attitude sur ces sujets-là. On peut avoir des discussions, on peut avoir des désaccords, on peut avoir des moments de friction, mais in fine, le but, c'est que ça fonctionne et chacun a sa place. Donc, je ne me mêle pas de production. Ok. De l'autre côté, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des moyens techniques. On est dans un métier qui est hautement technologique et technique. Des studios. Donc là, on a Antoine Pérez qui, lui, va s'occuper de tous les moyens techniques et qui va chapeauter aussi bien les studios avec Romain qui, lui, va s'occuper du fonctionnement des studios et de la gestion des intermittents, ingénieurs, etc. Et qui va s'assurer de la bonne communication entre la prod et la partie technique. Et ça, c'est souvent amusant parce que je parlais de difficultés culturelles au niveau du monde quand on est un groupe international. On a la même en interne quand un technicien parle à un chargé de production, il ne parle pas la même langue. L'un pense que l'autre a compris le contraire de ce qu'il voulait dire. Donc, je me suis attaché à ce qu'il y ait des réunions quotidiennes, à ce qu'il y ait une réunion hebdomadaire de production, à ce qu'on puisse soulever des questions et y répondre, et qu'il y ait une relation pacifiée entre les deux services. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est souvent là qu'il y a le plus de difficultés dans des sociétés où j'ai pu aller, parce qu'il y a cette incompréhension mutuelle. Il y a une évidence pour les uns qui ne l'est pas pour les autres et vice-versa. Donc la réunion du lundi, la fameuse. Exactement, la fameuse où parfois tu rentres et tu fais « Oh, pardon !» C'est la fameuse réunion. Quelles sont les problématiques et les défis les plus grands quand on dirige un studio ? Être disponible. Et c'est faire des choix toutes les 5 minutes et passer d'un sujet à l'autre. Je vais faire de la compta, de la finance le matin. Dans la même matinée, je vais régler un incendie en production. Juste après, je vais préparer des devis. Juste après, je vais préparer une grosse présentation pour le groupe sur des données de projection, de moyens, etc. Et je vais faire un déjeuner client. Une petite pause de 2h30. Ça a l'air anodin, mais ça prend du temps, de l'énergie. Et puis voilà, donc ma voiture est devenue mon deuxième bureau parce que je fais plein de réunions dans la voiture. Très concentré, je fais attention. Donc ça s'arrête jamais en fait. Et quand on est un groupe international, la petite cerise sur le gâteau, c'est que le groupe ne dort jamais. Donc je m'endors le soir, il me reste 40 ou 50 mails. Journée idéale, il me reste que 40 ou 50 mails en ma hotmail. Je suis très content, c'est un jeu, c'est un Tetris. Et je me réveille le matin et là, je vois 150. Je fais « qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, la réalité, c'est que je dois recevoir entre 300 et 500 mails par jour à peu près. Ouais, t'es en copie, mais...
Voilà. Sur les 300 ou 500, il y a 50 à peu près qui sont vraiment essentiels et qui demandent une action. Mais le reste n'est pas anodin. C'est-à-dire que être au courant, c'est pouvoir agir ou réagir. C'est poser une question, c'est relancer, c'est s'assurer que tout va bien. Donc c'est beaucoup d'instinct aussi. Ok, donc faut être au four et au moulin constamment. Oui, mais c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que si je devais être monotâche, je m'ennuierais très très vite. Ouais, ce que j'allais dire, ça a l'air de coller avec ta personnalité du coup. Complètement. Ok. Donc pour être un bon chef d'entreprise, faut pas être trop cool, faut pas être trop zen. Déjà, je sais pas si je suis un bon chef d'entreprise, j'essaie d'être le meilleur possible. Après, chacun fait avec sa personnalité. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être très rigides et dans leur rôle, très cartésiens, très posés. Bon, pas trop mon style. Moi, je vais être plus direct, plus dans l'empathie, mais pas trop. Et c'est un recul que j'ai dû apprendre, parce qu'en tant que commercial, on est très empathique. Mais en tant que chef d'entreprise, on attend de nous d'être aussi dirigiste, directif, tranché. Work in progress. Des choses que je fais au quotidien et que je pense faire de mieux en mieux. Et quels ont été tes plus grands moments de satisfaction jusqu'à présent? La réalisation des travaux au sein du studio, c'est-à-dire qu'on est passé de 11 à 20 studios. Ouais. On a fait quasiment 2 ans de travaux. On a fait une extension. Ce qui m'a vraiment plu, c'est d'arriver au bout. Ça a l'air idiot comme ça, mais j'ai été chef de chantier pendant 2 ans. On n'a jamais arrêté l'activité. Donc ça a été très 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 compliqué. Il a fallu que je prenne des décisions sur des sujets que je maîtrisais pas du tout, mais que j'ai appris. Je suis monté en compétence le plus vite possible. Et la satisfaction, c'était de faire la fête, entre guillemets, de livraison en septembre 2024, ça passe vite, et de me dire, waouh, c'est fait, ça y est, ça marche. Et ben ça, c'est un achèvement personnel fort. Parce que c'était compliqué. C'était très compliqué. En fait, il a fallu refaire Léon Studio à l'état de l'art. Donc ça, c'était déjà un premier chantier non négligeable, avec un mélange de décisions internationales, le groupe, de support et d'aide internationale. Donc un responsable qui est en Italie, un autre qui est en Allemagne, un autre qui est où est-ce qu'il était, à Londres. Un budget conséquent. Des pressions, puisque il faut qu'on délivre, il faut que ça fonctionne, des aléas permanents, des livraisons qui n'arrivent pas à l'heure. C'est-à-dire que quand on gère un chantier, c'est comme faire des travaux dans un appartement. Vous pouvez pas le faire le parquet tant que le gars de l'électricité n'est pas venu. Et il faut que tout ça s'enchaîne et personne se parle sur un chantier. Et tout ça en maintenant la production avec les problèmes et les aléas classiques que je gère aujourd'hui. Donc c'est plus. Donc en termes de challenge, c'était au top et j'ai 3 satisfactions. 1, ce qu'on a fait est beau, donc on est content. Quand les gens viennent, il y a un effet waouh que je recherchais. 2, c'est techniquement à l'état de l'art sur le besoin de doublage, c'est-à-dire que ma plus grande satisfaction, ça a été des ingé-sons qui sont très précis, qui ont besoin que les choses soient à leur bonne place, qui dans la nouvelle partie, sur les nouveaux studios, n'ont fait aucun commentaire négatif, zéro. Il n'y a pas eu de tiens, il faudrait changer ça ou faire ça, ce que j'ai pu avoir sur des réflexions de studio, ce qui est normal, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas parfaites. Donc ça a une grosse satisfaction. Et puis 3e, c'est que ça tourne, on y vit, ça se passe bien. Donc ça veut dire que la vision que j'ai eue avec beaucoup de gens qui m'ont entouré, Antoine, Valéria, les équipes ont participé, on fait des choix de couleurs, ça a l'air idiot comme ça, mais il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté lieu de vie. On est content de venir. Donc moi, comme n'oublions pas qu'on a une population qui vient ici, qui est très disparate. J'ai les permanents, j'ai les intermittents, j'ai les clients. Et le retour que j'ai, c'est on est content de venir, c'est un peu comme à la maison, plus. Donc j'ai réussi. Question con, quand tu fais un enregistrement sonore et qu'à côté il y a une perceuse, comment ça se passe? Alors, on a eu des bonnes blagues. Quand j'ai fait les réunions de chantier de préparation, toutes les réunions nécessaires pour arriver à tout ça, j'ai dit, le facteur bruit est essentiel, il ne faut pas faire de bruit. Oui, vous inquiétez pas. On a des perceuses anti-bruit. On va faire ce qu'il faut. J'ai fait des choix plutôt du bois pour les structures que du béton, parce que je trouvais ça plus chaleureux, mieux, plus intéressant, plus dans l'air du temps au niveau écologie. Et ça permet de corriger des erreurs ou de te changer d'avis en cours de route. Plus facile de couper un poteau que de changer un pilier en béton. Et le jour J, des premiers travaux importants arrivent. Et là, les studios commencent. Moi, je suis dans mon bureau et on entend des balles de fusil. Mais alors, un truc genre bam, bam. Tout le monde sort. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Ça résonne partout. C'est une horreur.
Je vais voir le gars, et le gars, très souriant, gentil, hein, sympathique, me dit, je dis, mais c'est vous qui faites ce bruit? Il me fait, oui, vous inquiétez pas, j'ai utilisé le matériel le plus silencieux que nous avons. C'était un système de clous à pneumatique. Et là, je le regarde, je fais, mais vous allez me sortir un tournevis, là. Vous arrêtez ça tout de suite. Donc, petit moment de flottement, et la solution qu'on a trouvée, qui leur a plu in fine, mais ça n'a pas été simple, il commençait à 6h du matin, il s'arrêtait, Ah ouais. montre en main à 9h30, les studios démarraient à 9h30, Ouais. s'arrêtaient, montre en main à 12h30, reprenaient à 14h, et il savait que pendant les enregistrements, les seuls travaux qu'il pouvait faire, c'était les travaux qui ne faisaient aucun bruit. Ouais. Petite gymnastique, mais encore une fois, j'ai eu le chef de chantier et les ouvriers, je les ai revus il n'y a pas très longtemps parce qu'ils ont fêté les 20 ans de la boîte qui a fait ces travaux-là. Et ils m'ont dit, c'est un super souvenir parce que d'abord, on s'est mélangé au côté créatif, comédien. Enfin, ils voyaient ça avec des étoiles dans les yeux. Je leur ai fait visiter, je leur ai montré Cool, le mécanisme pour qu'ils voient à quoi ils ça devait être sympa participaient. pour eux, ouais. Exactement. Et puis finalement, ils arrivaient tôt, mais ils partaient tôt. Ah ouais. Donc en termes de vie de famille, puis ils n'étaient pas à l'extérieur. Donc tout ça mélangé, ils ont fait du super boulot et ça a été top. Canon. Comment le marché a évolué avec les plateformes de streaming? Il a beaucoup évolué. Ouais. J'ai commencé en 99 et en 99, on travaillait pour les chaînes. Donc c'était très charté, cyclique. On savait quand ça commençait, quand ça se terminait, avec un volume contraint, parce qu'il n'y avait pas 12 000 chaînes non plus, et un volume de production qui était connu. En l'espace de 15 ans, le marché a beaucoup évolué, mais surtout il s'est ouvert et la production a explosé. Bon, tant mieux pour nous, ça a fait beaucoup de volume. Et là, les plateformes sont arrivées, d'abord à bas bruit. Netflix était vu comme une boîte de tech, on ne sait pas trop. En termes de qualité, tout ça, les attentes n'étaient pas très claires. Et en à peine 2-3 ans, ça s'est transformé et il y a eu une espèce de, je vais appeler ça une guerre des plateformes, où chacun a voulu sortir sa plateforme. Ouais. Et ce faisant, ils ont été vers la plateforme tous, donc toutes les majors ont voulu avoir leur plateforme. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui ne l'a pas fait, mais quasiment toutes. Et ce qui veut dire qu'ils ont délaissé la partie broadcast, donc la partie chaîne. Donc ça a été très disruptif. De notre côté, ça a été très intéressant, parce que le volume a explosé. C'est que vraiment, on a connu une embellie en termes de volume incroyable. Un nombre de séries, je mets au défi quiconque de savoir combien de séries, de centaines de séries sont sorties, de milliers d'heures. Et donc, il y a eu un effet accélérateur énorme, qui a eu un effet pervers. C'était pas une bulle, on peut pas dire ça, mais on s'est retrouvé à devoir être en capacité de produire énormément en très peu de temps parce que c'était à celui qui avait le plus grand nombre de séries, le plus d'heures possible, et donc des besoins énormes. Et le côté cyclique, c'est que là où avant il y avait un confort de travail, on sait quand la série arrive, on sait quand les éléments seront là, on sait que ça va être diffusé à telle date, donc on va pouvoir enregistrer par groupe d'épisodes. Bref, un certain confort de traitement a été totalement explosé par le système et il a fallu livrer très vite, en très gros volume, tout en maintenant la qualité. Je tiens à le dire parce que c'était important. Et là, donc c'est 2018, 19, 20, il y a le Covid, le sorti de Covid, où il y a eu un coup d'accélérateur, et il y a eu un coup d'arrêt très violent, qui a été la grève des scénaristes puis des comédiens, qui a duré d'abord très longtemps, et qui a eu un impact quasi sur 2 ans. Et on en sort à peine aujourd'hui. Sauf que dans le même temps, cette fameuse guerre des plateformes, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 grands gagnants, et il y a quelques plateformes autour, et le volume, il a drastiquement baissé. Et quand vous êtes en capacité de produire pour des volumes d'il y a 3 ans, et quand on voit ce qui est aujourd'hui, on est sur un changement fort du marché, un retournement de marché qui a touché toutes les boîtes dans le monde entier et qui fait que il a fallu se réinventer, il a fallu baisser la voilure, il a fallu s'adapter. Voilà, donc je me suis à nouveau adapté. C'est bien de s'adapter ou... C'est essentiel. C'est pas bien ou mauvais, ça on pense qu'on veut, mais c'est si on ne s'adapte pas, on n'est plus là. On disparaît. Des DA ou comédiens disent parfois « le client nous a dit de dire ci ou ça ». Le client, c'est un mot qui reste flou pour beaucoup. C'est quoi un client concrètement pour toi et quel genre de rapport as-tu avec ? Un client, c'est pas flou, c'est pas une entité, c'est des décideurs. Ça peut être soit une vision globalisée, donc standardisée, donc c'est un peu compliqué, mais il faut suivre des directives qui sont valables pour le monde entier. Ça fait partie du jeu. Soit c'est une personne, en l'occurrence, une ou plusieurs personnes, et c'est une façon de travailler, une vision du besoin et de la demande, et on s'y plie. Donc un client, c'est celui qui a raison. Ok, c'est celui, il faut dire oui, d'accord. Voilà, tout en restant dans une optique de dialogue, d'échange.
faut pas faire les choses en mode bête et méchant, il faut faire les choses en bonne intelligence, mais on n'est pas forcément au courant de tout, on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants, et on doit être vigilant à satisfaire celui qui, à la fin, paye les salaires. Les clients sont de plus en plus gros, on peut le dire. Les gros rachètent les moyens, voire les petits. Enfin, les petits se font avaler. Les petits disparaissent, les moyens se font racheter par les gros. Grosso modo, c'est ça qui se passe. Donc des très gros se font racheter par des très très gros. C'est plus compliqué de dialoguer qu'avant ou pas? À mon niveau, non. Ok. Peut-être qu'au-dessus, oui, je ne sais pas. Hmm. Je vais être franc, chaque client est différent, l'approche est différente. On est dans un monde totalement mondialisé. Ouais. Donc, de mon point de vue, si le client est local, c'est une discussion directe et on sait comment ça fonctionne et on s'adapte en fonction des petits mouvements ou des différences. Quand c'est global, on a des directives, on suit les directives. Que veulent les clients, selon toi? Un respect du budget, un respect du délai et une qualité suffisante. Yeah. Mais le client n'est pas on ne parle pas d'une entité valable pour tout le monde. Il y a des nuances, il y a des volontés plus ou moins fortes, il y a des visions plus ou moins européennes, internationales, américaines, asiatiques. Là encore, on s'adapte. C'est pas monolithique. Grosso modo, tes 3 idées là, budget, c'est temps de délivrer. Budget, délai de livraison Et et qualité. Ça varie comme ça. Enfin, c'est la même chose que le triangle amoureux. On s'adapte. Ok, ouais. Est-ce qu'on peut parler de budget? Est-ce que tu aurais le droit de nous dire l'enveloppe qu'on te confie pour un film, une série, une voice-over? Pas du tout. Ok, allez, next. Et pourrais-tu nous expliquer comment un studio de doublage gagne de l'argent? Où se situe la marge commerciale? Alors, c'est un peu compliqué, mais disons que quasi 60% d'un budget, parfois plus, c'est du salaire. Ok. C'est du salaire, c'est-à-dire, en France en tous les cas, détecteur, adaptateur, directeur artistique, comédien, ingénieur du son, monteur, mixeur, du salaire. Chargé de prod, du salaire. Donc, sur ce qui reste, il faut qu'on soit efficace et inventif. La réalité, c'est que ça fonctionne par volume. C'est quoi volume? Un volume d'affaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une taille critique, un nombre de projets suffisant pour dégager une marge suffisante pour à la fois évoluer, grandir, investir, continuer son évolution. Ça roule. Comment est l'ambiance entre studios de doublage? C'est la guerre froide, chaude, ou on s'ignore courtoisement? Après, ça va dépendre des studios, mais globalement, une entente très cordiale. On a les mêmes visions à peu près. On se parle entre guillemets régulièrement dans le cadre de notre syndicat FICAM. Franchement, ça se passe bien. Il n'y a pas de guerre ouverte, il n'y a pas de mésentente, rien de particulier. Allez. Est-ce que monter un studio est à la portée de n'importe qui ou faut-il de gros moyens dès le départ pour faire tourner le bousin? Ça dépend de ce qu'on appelle un studio. N'importe qui peut faire un studio dans une boîte à chaussures avec un micro, un écran et dire je fais du doublage. Bon. La réalité, c'est que pour être fiable, efficace, rentable, pouvoir gérer des volumes, c'est très compliqué, c'est très cher, c'est très long. Et aujourd'hui, il y a un facteur différenciant, c'est la gestion de la sécurité. Ah ouais. On est dans un monde où les fans veulent tout savoir et vont être au-delà d'énervés si jamais ils sont spoilés. Donc c'est un peu un jeu de schizophrène. Je veux tout savoir, je vais chercher partout pour avoir la réponse, et quand je l'ai trouvé, je vais être rouge de colère parce qu'on m'a donné l'information. Donc ça passe par des niveaux de sécurisation dantesques qui coûtent une fortune. Une fortune pas dans l'investissement lui-même de solutions, mais dans le nombre de personnes qui vont travailler sur cette sécurisation, sur des process extrêmement difficiles, extrêmement lourds, et qui mettent un billet à l'entrée qui est très important. Ouais, parce que on entend parfois des choses comme certains clients imposent des scans rétiniens ou des choses comme ça. Ça peut aller jusque-là. Hein. Mm-hmm. C'est le client qui impose ces normes de sécurité ou... Alors, oui et non. En fait, le client attend de nous qu'on fasse le maximum pour protéger les intérêts qui sont les siens. La confidentialité sur les projets, c'est essentiel. Et le plus
plus gros danger de tout ça, c'est l'humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va être dit, répété, transformé, parfois malgré soi. Et c'est donc avoir tous les moyens techniques possibles qui vont bloquer les personnes malveillantes, parce qu'on est entouré de gens qui veulent pénétrer le système. On le voit, hein, on entend partout parler de hacking, de récupération de données. Enfin, là, je parle pas de la localisation, je parle vraiment dans le monde dans lequel on vit, ça ne s'arrête jamais. Il ne se passe pas une journée où on n'entend pas les données personnelles de tant de millions de clients de telle banque, de la sécurité sociale. Ça ne s'arrête jamais. Donc, les hackers sont à l'affût. Et on est sur un business, la localisation, qui est en fait le business du média. Or, le média, un film, s'il sort avant l'heure, il n'a plus aucune valeur. Une série, si vous connaissez la fin, plus personne ne veut la regarder, etc. Et donc, on se doit de mettre en place les solutions techniques et technologiques maximum pour bloquer, on va dire, les possibilités de brèches de sécurité par des personnes malveillantes. Ouais. Et une fois qu'on a fait ça, on se doit également d'accompagner les personnes avec qui on travaille, avec des moyens et des formations, pour sécuriser les process, les communications, et ne pas avoir la brèche de sécurité par inadvertance. D'où les appareils, les téléphones interdits dans les studios, d'où on ne parle pas sur les réseaux de quoi que ce soit qui concerne un programme qui n'est pas encore diffusé. La règle d'or, c'est celle que je transmets au maximum de personnes. Tant qu'on ne peut pas parler d'un programme au passé, c'est-à-dire ça y est, il est sorti, on n'en parle pas. Voilà. Les gens sauront. Exactement. Tu dois faire pas mal de salons, conférences, ce genre d'événements. Comment ça se passe et que vas-tu y trouver ? Alors j'en ai fait beaucoup, j'en fais beaucoup moins aujourd'hui parce que je fais partie d'un groupe où des gens sont spécialisés et vont faire ça. Quand j'y vais, d'abord je fais du networking, tout simplement. Ouais. Donc rencontrer des clients, des concurrents, d'autres sociétés qui font des choses qui s'y apparentent. Je vais y trouver également un sentiment de ce qui se passe dans notre marché, parce que c'est des tendances, donc ça c'est intéressant. Et puis, je vais m'initier à des nouvelles technologies, des nouvelles approches, des nouveaux besoins, voilà, ce genre de choses. Il y en a beaucoup durant l'année ou... Ah, des salons, il y en a énormément. Ouais. Je faisais régulièrement le MIP. Il y a le NAB à Las Vegas. Enfin, je pense qu'il doit y avoir au moins une ou deux possibilités de se réunir par mois. Si on devait tous les faire, ça coûte une fortune. Il y a Sérimania aussi qui est très intéressant. Oui, c'est vrai. Festival de Deauville, Festival de Cannes, enfin, ça s'arrête jamais. Las Vegas, t'as été faire alors non, moi j'y suis pas. Ouais, non, moi j'y suis jamais allé pour le coup, mais je sais que c'est très intéressant. Je suis allé à Amsterdam pour un équivalent qui s'appelle l'IBC. Mais oui, Las Vegas c'est un lieu. Alors il y a les machines à sous, mais il y a énormément de salons professionnels dans tous les domaines. Oui. Mais il y a le CES et le NAB qui sont intéressants dans nos activités. Ok. Comment vois-tu l'avenir dans le doublage ? Une bonne question. Je ne sais pas. Je vais être franc. Si on parle d'avenir court, moyen terme, ça va, tout va bien. Dans le sens où on est dans un métier qui est que j'appellerais de la Formule 1, du besoin en localisation. L'attente client, elle est dans le détail. Il faut que ça paraisse humain. Localiser, ça veut dire faire croire que ça a été fait localement. Ça passe par les voix du fond, de la radio qui soient bien faites, qui disent les bonnes choses, les bonnes respirations, le bon jeu, bref. Il faut que ce soit du bon boulot. Et pour faire du bon boulot, c'est pour ça que je disais ça, on est dans l'artisanat. On met des moyens technologiques forts, mais on reste dans l'artisanat. On va parler de l'IA parce que je sais que ça va arriver. C'est déjà là. On ne combat pas quelque chose qui existe déjà. On accompagne, on regarde, on légifère, donc je sais que c'est en cours. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas de solution en capacité de remplacer le doublage tel qu'on le connaît. Ça n'existe pas aujourd'hui. Demain, après-demain, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je fais en sorte qu'on ait du boulot, que ça se passe bien, que les gens soient satisfaits du résultat. Et je pense que notre avenir passe par la qualité, parce que c'est ce qui va nous différencier, dans un budget contraint, ok, et dans un délai respecté. Donc, il faut continuer à faire ce qu'on fait le mieux possible, de manière à faire mentir le côté « Oh, mais si on fait quelque chose de moyen, ça passe, personne ne dit rien, donc on peut y aller ». Non, il faut se contraindre à faire quelque chose de très bien pour dire, pour arriver à ce niveau-là de qualité, ça va être compliqué. Tu crois que c'est ça, l'arme qui va... Il y a deux armes. La réalité, c'est ça, oui, ça j'y crois, et le côté légal. Et ça dépend pas que de nous. Et il n'y a pas que la France, il y a le côté européen. Et c'est un sable mouvant, ça change vite, fort.
Et il suffit parfois de pas grand-chose pour passer d'un côté ou de l'autre. Donc, on a vu ce qui s'est passé avec les Américains qui ont fait grève et que ça a provoqué beaucoup de choses. Je pense que la solution, elle vient par le dialogue, la communication, voir comment on peut protéger, en tous les cas, faire en sorte que nos métiers, tous les métiers, parce qu'il y en a beaucoup, à l'ère de l'IA, parce qu'encore une fois, c'est là, aient leur place, soient protégés suffisamment et puissent travailler dans de meilleures conditions. Voilà. Tu parlais d'un groupe qui te demande parfois des réponses à 3 ans et tu me dis que tu n'as aucune vision de comment tu fais dans ces cas-là. On fait des hypothèses. Ouais. Ouais. Et ça leur convient ou... On fait tous des hypothèses. Qui aurait pu prédire il y a 4 ans ce qui s'est passé l'année dernière? Personne. Tu parles de quelque chose en particulier ou... Suite à la grève des comédiens. Ok, oui. Un coup d'arrêt terrible. Ouais. La Covid. Ouais. Impossible à C'est prédire. compliqué, ouais. Donc on fait des hypothèses et on fait en sorte qu'on mette les moyens suffisants pour répondre à ces hypothèses. On s'adapte. Ok. À mon sens, on est en France, avec les Japonais, les meilleurs au monde en matière de doublage. Je confirme. Ah bah voilà. Ça fait tout simplement partie de notre culture, en fait. Toi qui voyages et qui travailles avec un groupe international, comment est perçu notre savoir-faire à l'étranger? On parle des figs. France, Italie, Germany, Spain. D'accord. Vu du monde, les figs, c'est C'est des fruits? Tu manges des figs? C'est l'alpha et l'oméga du doublage, parce qu'on est... alors, la France, je pense qu'on fait du doublage depuis que le son existe, entre guillemets. C'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. On est les seuls au monde à avoir la technique de la détection. Ce qui nous permet, nous, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la première étape d'un doublage. On va prendre le dialogue en anglais, le script. On va poser sur une bande rythmo, donc un élément qui passe sous l'image, tout le dialogue en anglais. Là, je peux prendre l'exemple de l'anglais. Et on va le mettre synchrone à l'image. Donc les mots, alors c'est hello, donc on va écrire hello, comme ça. On va mettre des sigles sur chaque syllabe pour dire est-ce que le mouvement de la bouche est ouvert, fermé, pincé. Et ces signes vont permettre à l'adaptateur, qui va travailler ensuite, de choisir des mots qui correspondent au mouvement de bouche. Et c'est ce qui va donner à la VF cette capacité à donner cette illusion incroyable que mais ça a été tourné en VF. Alors, j'aime à croire qu'on y est, mais quand on regarde ce qui se fait ailleurs, on est vraiment excellent par rapport à ça, et c'est grâce à cette détection, entre autres. Super, merci de nous rappeler ce que c'est la détection au passage, C'est parce important. qu'il y a plein de gens qui se demandent, mais il dit quoi, ces trucs bizarres? Dans d'autres pays, ils commencent par la traduction, c'est-à-dire qu'ils font une mise à plat de n'importe quelle langue vers l'anglais, par exemple, et de cette traduction, ils vont faire ensuite une adaptation. Et donc là, l'adaptateur va essayer de trouver des mots qui correspondent au mouvement de bouche. Donc, vu d'un Français, la version italienne ou allemande, c'est pas, ça n'est pas synchrone parce que les accroches ne sont pas aux bons endroits. Voilà. T'as vu ce que ça donnait, toi? Oui, j'ai vu. Après, j'ai fait une partie de mes études en Espagne et la culture du doublage en Espagne est très très ancrée, puisqu'en Espagne, à l'époque du caudillo, donc du dictateur, c'était une façon de s'assurer de la censure. Donc, aucun programme n'était diffusé en VOST, ça n'existait pas. L'intégralité des programmes, quels qu'ils soient, télévisuels ou cinéma, était doublée pour pouvoir faire dire aux personnages ce que le gouvernement voulait qu'ils disent. Oh. Et donc, c'est une vraie culture du doublage qui est très forte. Et en plus, très régionalisée, parce qu'ils ne font pas le doublage de la même façon à Madrid, à Barcelone, etc. Donc, c'est un marché assez particulier. Ah, les Catalans travaillent pas pareil que... Non, mais surtout, ils n'ont pas la même langue. Déjà, mais ok. Mais ils pourraient avoir les mêmes... Non, c'est pas les mêmes règles, c'est très très différent. Enfin, méthodes, probablement qu'elles sont très proches, mais les règles sont très différentes. Donc, c'est pas une rythmo comme nous? Non. Alors, ça aussi, c'est assez amusant quand on voyage. En Allemagne, ils n'ont pas de rythmo du tout. Ils vont avoir le texte un peu comme ça apparaît, disparaît. Donc, il n'y a pas ce côté linéaire. En Pologne, même chose. En plus, il y a du lectoring parfois, donc c'est pas du doublage, c'est une voix qui fait tout. Donc ça, c'est très particulier. Alors, de moins en moins, mais quand même, ça existe beaucoup. Alors, dérangeant au début, et puis finalement, on s'y fait, c'est-à-dire que, surtout si vous parlez pas polonais ou russe, mais ça vous permet, en fait, votre cerveau est fait de telle manière que il va effacer la voix et se concentrer sur le dialogue en anglais. Alors, si vous parlez anglais, ça marche. Si vous parlez pas anglais, ça marche pas. Mais c'est très très bien fait. J'ai même vu à l'époque en ukrainien, donc à l'époque de la guerre, on nous a demandé de faire très rapidement des dessins animés pour les enfants réfugiés, etc. Donc, ce qui a été fait pour une chaîne française qui a été diffusée en ukrainien. Et donc, je demande des devis, je regarde, et là, on m'explique que c'est super, on peut le faire très vite, et ils me donnent des délais, des prix. Je me dis, ils ont dû se tromper, c'est trop bas, c'est trop rapide, c'est pas possible. Je compare ça avec ce que je connais, donc je me dis vraiment,
Donc je cherche à comprendre. Et là, on m'explique qu'en fait, le traducteur fait une traduction au kilomètre, donc il va très très vite. Et ils prennent un homme, une femme, qui font tous les rôles. Ah ouais, ouais. Mais tous. Et ce faisant, en fait, en quasiment tant de programmes, plus peut-être 20-30%, ils enchaînent l'épisode entier. Et là, je dis, ok, donc je parle avec ma cliente, elle me dit, ah ouais, bon, quand même, qui a le même réflexe que moi, elle dit, mais peut-être on peut mettre 2 hommes, 2 femmes pour un peu de diversité, etc. Donc je reviens avec ça, il me dit, ah non, surtout pas. Si on fait ça, et là, il me donne des délais et des prix qui se rapprochent de ce qu'on connaît. Ah oui. Et là, je dis, ah bah non, ça marche pas. Là, c'est plus possible. Et le résultat est bluffant. Ça marche parce que je mettrais ça un peu sur le compte de vous lisez une histoire à votre enfant le soir et vous y mettez un peu de sentiment, un peu de jeu. Ouais. C'est ça qu'ils font. J'allais te parler des livres audio, ça fait penser un peu. Ça marche, mais ça marche vraiment. Ah ouais. Alors c'est particulier, je dis pas que c'est ce qu'il faudrait faire en France, mais ça fonctionne. Ok. Et voilà. Et ce que j'allais dire aussi, c'est on est un pays, alors la France, pareil en Italie, pareil en Espagne, un petit peu moins en Allemagne, où le doublage est très important. En France, si on demande, 90% de ce qui est regardé à la télé et au cinéma, alors je parle pas des plateformes, là je ne prononcerai pas, mais je pense que c'est quasiment pareil, c'est de la VF. Parce que les gens ne sont soit pas suffisamment bilingues anglais pour lire, ils aiment pas trop les sous-titres, on fait autre chose en même temps, parce qu'on est de plus en plus sollicité par d'autres choses, donc c'est compliqué de faire 2 choses à la fois quand c'est pas sa langue natale. Et donc, résultat, les VF, les versions italiennes, les versions espagnoles sont très, 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 très sollicitées, très écoutées. Et la petite différence en France, en plus, ce qui n'existe pas ailleurs à ce niveau-là, on a une fanbase de fans de doublage stratosphérique. Ça n'existe pas à ce niveau-là dans d'autres pays à ce point. Ouais, je crois que ça les surprend à chaque fois qu'ils je fais beaucoup d'avant-premières et je me rends compte que les voix françaises sont des vraies stars qu'on croise, qu'on arrête, avec qui on prend des photos. Enfin, c'est assez impressionnant de voir ça. Tu as parlé de ce projet ukrainien formidable. Quels sont les projets les plus arbitres que tu as eu à gérer ou à deviser ou... Déjà, j'aime bien quand il y a des projets un peu compliqués, parce que c'est dans la complexité que c'est le plus amusant finalement. C'est quoi un projet compliqué ? Les plus complexes sont souvent les projets dans lesquels il y a des Français dans le programme. Ah oui, d'accord, ouais. Complexe à plein de niveaux. D'abord au niveau des disponibilités, est-ce qu'ils veulent ou pas se doubler eux-mêmes ? Est-ce qu'ils peuvent se doubler eux-mêmes ? Parce qu'un très bon comédien n'est pas forcément un bon comédien de doublage. C'est une technique qui n'est pas évidente. Et ça met en mouvement des difficultés particulières parce que quelqu'un qui a fait le tournage, qui était là, qui a eu le moment, quand il doit se doubler en français, c'est pas le même exercice et puis ça renvoie pas la même énergie. Donc c'est aussi difficile. Donc voilà, ça c'est des projets qui sont intéressants à faire et dont les résultats sont aléatoires. Parfois c'est top et parfois c'est un peu, on se dit c'est pas synchrone, mais pourtant il est français. Oui, mais il parlait anglais à la base. Il est pas synchrone avec lui-même. Voilà, mais c'est compliqué. C'est pas un exercice. Voilà, ça c'est des exercices assez intéressants. Et puis des programmes internationaux, on en avait fait un, le Tour du monde en 80 jours, où là ça mélange plein de nationalités. Voilà, quand il y a des langues étrangères dans le programme, les choix sont pas du tout évidents. Quand vous avez une scène d'incompréhension de quelqu'un qui parle anglais avec un chinois, et dans le doublage on fait quoi ? Est-ce qu'il parle toujours chinois ou pas ? Super question, ouais. Voilà, donc à chaque fois, c'est des questions où là, on a besoin du client, le fameux là, le client. Ouais. Et ce client va nous dire au niveau du souhait créatif qu'il a pour sa chaîne ou pour sa plateforme ou pour son exploitation, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est des questions peu évidentes. Ok, tu vois d'autres choses un peu qui sortent des sentiers battus ? Les stars talents, c'est toujours sympa. Ouais. Alors, ce qu'on appelle une star talent, c'est soit quelqu'un qui a doublé dans le film, enfin qui a tourné dans le film et qui doit se doubler, ok. Soit on veut prendre quelqu'un de connu pour faire un doublage. Alors très souvent c'est sur de l'animation. Pourquoi sur de l'animation ? Parce que souvent c'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on demande à telle ou telle personne qui n'est pas forcément comédien parfois, ou qui est comédien mais qui a autre chose à faire que du doublage ? En fait, pour faire de la promo, c'est pratique d'avoir une voix de quelqu'un qui est connu, parce que lui peut aller sur un plateau télé et faire la promotion du projet. Donc c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que ça peut, au niveau marketing, susciter l'attention pour dire « Ah, tel comédien a fait telle voix dans tel programme, que ce soit dessin animé, live action, jeux vidéo, par exemple. » Et ça, c'est toujours intéressant parce que c'est une autre approche, c'est une autre mécanique. Et on voit parfois la fragilité du talent qui se met face à un exercice qu'il ne maîtrise pas forcément. Et il y en a qui y arrivent plus ou moins bien. Tu le dis avec beaucoup de diplomatie. Vous faites ici un programme d'un super youtubeur très 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 connu. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que c'est éventuellement quelque chose qui peut s'ouvrir, un nouveau marché qui peut arriver ou...
Alors oui et non. Oui, parce que c'est clairement un marché mondialisé, et il en est la preuve. Je crois qu'il est à 650 millions d'abonnés, quelque chose comme ça. Wow. Pardon. Et YouTube est clairement une plateforme qui explose en ce moment. Coucou YouTube. Voilà. Et concrètement, il y a une liberté qui n'existe plus ailleurs. Donc, c'est clair. Enfin, il y a une créativité énorme sur ce média, qu'on peut appeler média aujourd'hui. Mais l'activité de localisation est une activité qui coûte cher, qui prend du temps, des ressources, du personnel, des talents. Et pour faire quelque chose de bien, ça coûte. Ouais. Ça prend du temps. Or, le temps, c'est une denrée rare sur YouTube en particulier. Il faut aller vite. Et si on veut être mondial, il faut faire plein de langues. Et faire plein de langues, c'est pas facile. Bref, ce sont des challenges importants où là, par contre, les jeux sont ouverts sur tout moyen possible d'y arriver le plus vite possible, au moins cher possible. Donc là encore, on pense à l'IA. Mais là, on pense à des accidents industriels, c'est-à-dire qu'il y a des résultats IA qui ont l'effet inverse que celui escompté. Au lieu d'ouvrir des marchés, ils ferment des marchés parce que c'est tellement mauvais, c'est tellement pas naturel, ou c'est tellement... Il suffit de pas grand-chose pour que ça fasse ridicule. Et et ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le marché de YouTube. Quand on fait un programme type une série, un film, un téléfilm, on a des comédiens qui jouent un rôle. Ils sont pas eux-mêmes. Ils ne portent pas l'IP, donc l'intellectual property, du projet. D'accord ? Ils vendent l'idée de quelqu'un, finalement. Ouais. Donc l'approche, c'est pas moi, c'est une expression de quelque chose qui m'a été plus ou moins imposé. Quand on est sur YouTube, si je prends ton cas, si je devais te doubler en allemand, en italien, en espagnol... Je serais bien curieux. Voilà, mais c'est toi. Là, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, celui qui va prendre ta voix, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait toi parfait, il fait toi un peu allemand, il fait toi un peu caricatural, il fait toi avec un accent français. Et qui décide ? C'est qui le client ? C'est toi. Le youtubeur, ouais. Et donc, le youtubeur, il sait pas. Donc, il se dit, tiens, je vais essayer l'IA, on sait jamais, on va y aller. Et là, le résultat, il est à la hauteur de ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Ouais. Sur ce genre de cas, c'est plus ou moins bien. Mais la réalité, c'est que ceux qui écoutent, ça marche ou ça marche pas. Et quand ça marche pas, c'est immédiat. Ouais, ça les rebute, ils se désabonnent. Et je prends l'exemple de la fameuse voix IA qu'on a eue ces 2-3 dernières années, qui était la voix off qu'on entend parfois sur des vidéos qu'on regarde dans les feeds, là. Ouais. Je fais partie de ceux, dès que j'entends cette voix, je coupe le son, quoi. C'est insupportable. C'est-à-dire que quand bien même le feed m'intéresse, mettez-moi autre chose. Ouais, carrément. Ouais. Je préfère l'écouter en turc, dans la voix originale, que de l'écouter dans une version française qui est censée me plaire, et qui est très standardisée finalement. Ouais, et puis surtout, elle est éteinte, quoi. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Alors parfois, il y en a. Encore une fois, ça progresse vite. Mais ce que je veux dire par là, c'est un marché hyper intéressant, mais à moins d'être énorme et d'avoir les moyens, à mon niveau, pour mon activité, c'est très réduit. Ok. On va se faire une petite conclusion. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a un endroit auquel tu ne t'attendais pas, qui t'a surpris en termes de qualité ou plus globalement de leur offre ? Je comprends même pas ma question, dis donc. Oui, on l'a refait. Qu'est-ce qui se passe ? Attends. Toi, parce que ça revient avec celle d'avant. Toi qui voyages, machin, à l'international, est-ce qu'il y a un endroit auquel tu ne t'attendais pas, qui t'a surpris en termes de qualité et plus globalement de l'offre ? Donc on pense à l'Espagne, tu as parlé de l'Italie, tu trouves on parle pas souvent d'eux, mais qu'ils sont quand même, ils ont top qualité ? À l'Italie, alors, je peux pas dire à quel niveau c'est bien ou pas bien leur doublage, parce que je parle pas italien et j'ai une vision où je les sens pas synchrones, entre guillemets, mais c'est ma vision, évidemment. Mais en termes de qualité de service, ils sont excellents. Les Espagnols sont d'une efficacité redoutable, parce qu'ils ont ça depuis très très longtemps. Les Allemands ont une façon de travailler très très efficace. J'ai découvert le marché Flemish qui est passionnant parce que je m'occupe de la Belgique. Flamand, du flamand. Ah, ok. Flemish, faut Flemish. Alors c'est pas un énorme marché, mais pour tout ce qui est film, cinéma, exploité en Belgique, ça doit être en français et en flamand, les deux. Et c'est un monde que je découvre et qui est incroyable. C'est-à-dire ? Ils ont une façon de travailler où c'est pas du tout la même approche. Ça me fait du bien de découvrir une autre façon de faire et d'y apporter ma patte, ma vision. C'est quoi ? C'est moins industrialisé ? Oui, c'est beaucoup plus artisanal.
Mais parce que, alors, il y a une raison à ça. C'est comme, alors là, je ne le connais pas parce que je ne suis pas allé, mais le Portugal, par exemple, c'est un tout petit pays finalement. Ouais. Donc, leur capacité en doublage est limitée parce qu'il n'y a pas beaucoup en volume. Et quand tu fais du portugais, tu fais pas aussi du brésilien? Enfin, C'est pas les mêmes. Ok. Il y a le portugais brésilien qui se fait au Brésil et il y a le portugais qui se fait au Portugal. D'accord. C'est un peu comme le castillan espagnol qui se fait pour l'Espagne et l'espagnol international qui va se faire en Amérique du Sud. Oh, ok. Voilà. Et donc, ouais, c'est sympa de voir comment ils font. Alors, j'ai découvert aussi le marché polonais qui est très très différent et qui est super intéressant aussi. Bah, non, mais en fait, nous, on va travailler sur un mode où on est dans un studio ouvert. Ça n'existe pas là-bas. Ils sont tous dans des cabines. Ah, dans les cabines, cabine et régie. ils vont tous travailler en track, c'est-à-dire l'un après l'autre. Ce qu'on a fait pendant la Covid, puisqu'on était dans l'obligation d'une séparation, etc. Et quand nous, on travaille avec 3, 4, 5 comédiens, voire 10 parfois quand on fait des ambiances, ils nous regardent avec des gros yeux, genre, mais quand même. Comment vous mixez, quoi. Mais oui, c'est compliqué, parce que ça veut dire que s'il y en a un qui fait pas bien, il faut refaire. Je dis, oui, mais c'est souvent bien parce que y a ce côté, on se répond. Et il n'y a pas ce ping-pong quand on fait du track. Donc voilà, mais on fait un métier qui est difficile parce que c'est pas un métier où on peut dire ça marche ou ça marche pas. C'est j'aime ou j'aime pas. C'est très intime finalement, une version doublée. On peut apprécier telle voix et ne pas apprécier telle autre. On est rétif au changement en tant que consommateur de doublage. Quand malheureusement on perd un comédien connu de doublage qui fait des voix récurrentes, quand on le remplace, on reçoit des messages, ils comprennent pas les gens. Oui, mais il est mort. Et remettez-le. Non, il faut pas changer. C'est la vie. Ouais. Donc, et c'est très intime. Et je me souviens d'avoir commencé ce métier en 99 et un jour on me demande d'appeler quelqu'un pour vérifier sa disponibilité. Jacques France. On me dit pas qui c'est. Bon, j'appelle. Et là, j'ai eu 10 secondes avant de reprendre mes esprits parce que j'étais en train de parler à Robert De Niro. Mais vraiment, 10 secondes très longues. Hein. Il a été gentil, hein. Il était adorable en plus. Et de marcher dans le couloir de Bing à l'époque, donc j'avais 25-26 ans, et d'entendre les voix de dessins animés de quand j'étais gamin. Bien sûr. Mais on s'arrête tous. Quel kiff, mais oui. Voilà. Donc, c'est amusant de voir que le doublage provoque ce genre de sentiment un peu partout, mais il est beaucoup, beaucoup moins développé dans d'autres pays que les FIGS. Dans les pays de l'Est, c'est très peu développé, de plus en plus, mais très peu. Dans les pays nordiques, quasi inexistant. Aux États-Unis, c'est balbutiant. Ils découvrent qu'il y a un cinéma ou des séries d'ailleurs. Grâce à Netflix. Merci Netflix, heureusement, mais c'est vrai, c'est bien. Et ils ont cette ouverture, mais donc ils découvrent le doublage, parce qu'avant, il n'y a pas d'intérêt dans le doublage. L'Amérique du Sud, c'est un peu plus quand même. Et c'est un marché très autosuffisant. Donc, voilà. Et à titre perso, t'as des voix qui te sont plus chères que d'autres? Je les garde pour moi, mais oui. Ok. T'as des gens à qui t'as croisé qui t'ont fait... Oui, voilà, qui vont me faire vibrer, ou parfois qui me sortent d'un film. C'est-à-dire que j'ai un film en particulier où à chaque fois, il y a un tout petit rôle. Il doit avoir 20 lignes, c'est pas grand-chose. Il a 3 scènes importantes, mais 3 scènes. Et je le vois, je l'imagine devant le micro, je vois ses mimiques, donc ça me sort du film en fait. Alors c'est pas que c'est bien ou moins bien, hein. C'est juste sa voix. Tout d'un coup, je suis en dehors du film. Tu le vois, tu l'entends, tu étais avec lui, quoi. Ok, merci Grégory. Avec plaisir. De nous avoir entrouvert les arcanes de la production à grande échelle. Allez. Ouais, exactement. Salut l'artiste. Merci.